Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Lecture de la deuxième partie. 6 mois plus tard, Mirko possédait tous les secrets techniques des échecs, avec une singulière limite cependant que les cercles de connaisseurs allaient beaucoup observer et railler par la suite, car jamais Sventovic ne parvint à jouer ne fût-ce qu'une seule partie de tête ou, comme disent les joueurs d'échecs, à l'aveugle. Il était tout à fait incapable de se représenter l'échiquier dans l'espace infini de l'imagination. Il fallait toujours qu'il ait devant lui, à portée de main, le damier, noir et blanc, avec ses 64 cases et ses 32 pièces. Même quand sa gloire fut devenue mondiale, il transportait toujours sur lui un échiquier de voyage afin de pouvoir visualiser la position des pièces, s'il voulait reconstituer une partie de maître ou résoudre un problème qu'il se posait. Cette incapacité, négligeable en soi, trahissait un défaut d'imagination et donna lieu, dans son cercle rapproché, à autant de vives discussions que si parmi des musiciens un excellent virtuose ou chef d'orchestre se fût montré incapable de jouer ou de diriger sans avoir la partition ouverte devant lui. Cette étrange singularité ne retarda pourtant nullement l'ébouriffante ascension de Mirko. À 17 ans, il avait déjà décroché une douzaine de prix. À 18 ans, il était champion de Hongrie. Et enfin, à 20 ans, champion du monde. Les champions les plus audacieux, dont chacun le dépassait infiniment en faculté intellectuelle, en imagination et en hardiesse, tombaient victimes de sa logique implacable et froide. Exactement comme Napoléon perdit devant le lourd Koutouzov, ou Hannibal devant Fabius Kuntakor, dont Tite Live raconte qu'il s'était lui aussi, dans son enfance, fait remarquer par son flegme et sa stupidité. Il arriva ainsi que dans l'illustre galerie des maîtres des échecs, laquelle réunit les types d'esprits supérieurs les plus variés, des philosophes, des mathématiciens, des gens au tempérament calculateur imaginatif et souvent créatif, pénétra pour la première fois un outsider, parfaitement étranger au monde de l'esprit. Un jeune paysan, lourdeau et taciturne, dont même les journalistes les plus roublards ne parvinrent jamais à tirer la moindre formule utilisable dans la presse. Il est vrai qu'au lieu de leur livrer de subtiles sentences, Sventovic ne tarda pas à devenir le sujet d'une multitude d'anecdotes. Car à la seconde où il se levait de l'échiquier, devant lequel il était un incomparable maître, Sventovic devenait inéluctablement un personnage grotesque et presque risible. Malgré son cérémonieux costume noir, sa splendide cravate piquée d'une perle un peu trop voyante et ses doigts manucurés à grand-peine, il restait, par ses attitudes et son comportement, un fils de paysan borné qui autrefois, dans son village, balayait la salle chez le curé. Malhabile, mais avec une brutalité presque impudente, plein d'une avidité mesquine et souvent même odieuse, il s'appliquait à tirer tout l'argent possible de son talent et de sa gloire, ce qui déclenchait ricanement et fureur chez ses confrères aux échecs. Il allait de ville en ville, logeant toujours dans les hôtels les plus modestes, il jouait dans les clubs les plus minables, et pour peu qu'il obtint des honoraires qu'il demandait, il se laissa photographier pour faire la publicité d'un savon. Et sans prêter la moindre attention au quolibet de ses concurrents, qui le savaient pertinemment incapable d'écrire 3 phrases sans faute, il vendit sa signature pour une philosophie des échecs, écrite en réalité par un petit étudiant de Galice, stipendié par un éditeur ambitieux. Comme tous les gens opiniâtres,
il n'avait pas le moindre sens du ridicule. Depuis sa victoire au championnat du monde, il se considérait comme l'homme le plus important de la Terre. Et la conscience d'avoir battu sur leur propre terrain tous ces beaux parleurs et ces écrivains intelligents et éblouissants, renforcée par le fait bien tangible qu'il gagnait plus d'argent qu'eux, transforma sa timidité native en une fierté froide et le plus souvent grossièrement exhibée. Mais comment une gloire aussi rapide n'aurait-elle pas grisé une tête si creuse, conclut mon ami, après m'avoir donné quelques exemples notoires de la suffisance puérile de Tchentovic. Comment un jeune paysan de 21 ans, fraîchement débarqué de Banat, n'attraperait-il pas la grosse tête en voyant qu'il lui suffit de savoir déplacer quelques pièces sur une planche de bois pour gagner soudain plus en une semaine qu'on ne fait dans tout son village natal pendant 12 mois, en abattant des arbres et en s'échinant affreusement. Et puis, n'est-ce pas bigrement facile, au fond, de se prendre pour un grand homme lorsqu'on n'a jamais entendu parler de l'existence d'un Rembrandt, d'un Beethoven, d'un Dante, d'un Napoléon? Dans son cerveau obtus, ce type ne sait qu'une chose. Depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme il ne soupçonne pas qu'il y a sur cette terre d'autres valeurs que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons de se trouver formidable. Ces dernières remarques de mon ami ne manquèrent pas de susciter en moi une vive curiosité. Toute ma vie, les diverses espèces de monomanie, les êtres passionnés par une seule idée, m'ont fasciné. Car plus quelqu'un se limite, plus il s'approche en réalité de l'infini. Et ces gens-là, précisément, qui semblent s'écarter du monde, se bâtissent tels des termites, et avec leurs matériaux particuliers, un univers en miniature, singulier et parfaitement unique. Je ne dissimulais donc pas mon intention d'examiner de plus près cet étrange spécimen d'un esprit unidimensionnel pendant les 12 jours de mon voyage vers Rio. Mais mon ami m'avertit. Il y a peu de chances que vous y parveniez. Autant que je sache, personne n'a encore réussi à tirer de Tchentovic le moindre indice sur sa psychologie. Dissimulé derrière son insondable étroitesse d'esprit, ce paysan roublard a la grande intelligence de ne pas montrer ses faiblesses, et d'une façon fort simple, sauf avec ses compatriotes et ses semblables, dont il recherche la compagnie dans les petites auberges. Il évite tous les entretiens. Dès qu'il repère quelqu'un de cultivé, il se replie dans sa coquille. Ainsi, personne ne peut-il se vanter de lui avoir jamais entendu prononcer une parole stupide, ni d'avoir sondé la profondeur, réputée infinie, de son inculture. Il sembla que mon ami avait raison. Pendant les premiers jours du voyage, il se révéla tout à fait impossible d'approcher Tchentovic, à moins d'être grossièrement insistant, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Bien qu'il fît parfois quelques pas sur le pont promenade, c'était toujours, les mains serrées dans le dos, dans cette attitude de fierté concentrée sur soi, qu'a Napoléon dans son célèbre portrait. En outre, il faisait si vite et si brusquement son tour de péripatéticien qu'il aurait fallu le suivre au petit trot pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les salons, aux bars, aux fumoirs, on ne le voyait jamais. Selon le steward, que j'interrogeais discrètement, il passait le plus clair de la journée dans sa cabine à s'entraîner ou à rejouer des parties sur un immense échiquier. Au bout de 3 jours, je commençais à me sentir vraiment agacé de voir que son habile tactique d'évitement l'emportait sur ma volonté de l'approcher. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire connaissance avec un maître des échecs, et plus je m'efforçais à présent d'en examiner un spécimen en chair et en os, moins j'arrivais à m'imaginer l'activité d'un cerveau qui, une vie durant, se déploie exclusivement sur un espace de 64 cases noires et blanches.
Certes, je connaissais par expérience la mystérieuse attraction exercée par ce jeu royal, le seul de tous les jeux inventés par l'homme à se soustraire souverainement à la tyrannie du hasard, et à n'attribuer les palmes de la victoire qu'à l'esprit, ou plutôt à une certaine forme de talent intellectuel. Mais qualifier les échecs de jeu, n'était-ce pas déjà les réduire et commettre une injustice? Ne sont-ils pas aussi une science, un art, quelque chose qui plane entre ces deux pôles, comme le cercueil de Mahomet entre le ciel et la terre? Une incomparable association de tous les contraires, très anciens et pourtant toujours neufs, mécaniques par leur dispositif, mais n'agissant qu'avec le ressort de l'imagination, à la fois limités à un espace géométrique et figé, et illimités par leur combinaison, se développant sans cesse et pourtant stériles. Une réflexion qui ne mène à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art qui ne crée pas d'œuvre, une architecture sans matière, mais dont l'être et l'existence sont incontestablement plus durables que tous les livres et toutes les œuvres, le seul jeu qui appartienne à tous les peuples, à toutes les époques, et dont nul ne sait quel Dieu l'a porté sur terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit, pour stimuler l'âme. Où commence-t-il et où finit-il? Tout enfant peut en apprendre les premières règles, tout butor peut s'y essayer. Et pourtant, dans les limites de cet étroit et invariable carré, ce jeu est capable d'engendrer une espèce singulière de maîtres, absolument incomparables, des gens dont le talent est exclusivement focalisé sur les échecs, des génies spécifiques chez qui la vision, la patience et la technique agissent en se répartissant précisément la tâche entre elles, comme chez un mathématicien, un poète, un musicien, mais en se combinant, en s'associant un peu autrement. Jadis, au temps de la passion pour la physiognomie, quelqu'un comme Gall aurait peut-être disséqué les cerveaux de ces génies des échecs, pour voir si dans la masse grise de leur cerveau, on trouvait une circonvolution particulière, et plus profondément creusée que sous les autres crânes, une espèce de muscle ou de bosse des échecs. Et combien un tel physiognomiste aurait-il été fasciné par le cas de Chentovic, chez qui ce génie spécifique semblait inséré dans une paresse intellectuelle radicale, comme une unique pépite d'or qui se serait logée dans un gang de 100 kilos. J'avais admis depuis toujours le principe qu'un jeu aussi incomparable et aussi génial devait nécessairement générer des matadors spécifiques. Mais comme il était difficile, et même impossible, d'imaginer la vie d'un être intelligent et vif, pour qui le monde se réduit à un étroit parcours entre le noir et le blanc, et dont toute la vie consiste à chercher le triomphe à partir des seuls allées et venues, des seuls déplacements d'avant en arrière de 32 pièces. Quelqu'un pour qui une nouvelle ouverture, par exemple en choisissant le cavalier plutôt que le pion, représentait déjà une prouesse et une minuscule portion d'immortalité. Quelque part dans un livre sur les échecs, un être dont l'esprit est capable, sans devenir fou, de concentrer toutes ses réflexions pendant 10, 20, 30, 40 ans d'affilée sur un but ridicule, acculer un roi de bois dans un angle sur une planche en bois. Et maintenant que pour la première fois j'avais un tel phénomène à proximité, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, un génie aussi particulier, ou fou, aussi énigmatique, moi, chez qui par malheur la curiosité pour les choses de l'esprit dégénère toujours en une sorte de passion, il serait dit que je n'avais pas réussi à l'approcher. Je commençais à imaginer des ruses, plus absurdes les unes que les autres. Par exemple, pour le chatouiller dans son amour-propre,
je simulerais une interview pour un grand journal. Ou bien, en l'attrapant par sa cupidité, je lui proposerais un juteux tournoi en Écosse. Mais je me souviens finalement que la technique la plus éprouvée chez les chasseurs pour attirer le coq de bruyère, c'est d'imiter son cri au temps des amours. Quoi de plus efficace, au fond, pour attirer l'attention d'un champion d'échecs que de jouer soi-même aux échecs? Or, je n'ai jamais été un véritable artiste à ce jeu, pour la simple raison que je ne m'y suis jamais adonné qu'à l'occasion, et pour mon seul plaisir. Si je m'installe 1 heure devant l'échiquier, ce n'est pas du tout pour faire des efforts, mais au contraire pour me délasser, pour détendre mon esprit. Moi, je joue aux échecs au vrai sens du mot, alors que les autres, les vrais joueurs, sérieuses aux échecs. Et si on me permet cette expression hardie, comme en amour, on a absolument besoin d'un partenaire aux échecs. En cet instant, je ne savais pas encore s'il y avait à bord d'autres amateurs à part nous. Pour les faire sortir du bois, je tendis un piège grossier dans le smoking room, en m'installant devant un échiquier avec ma femme, qui, à vrai dire, joue encore moins bien que moi, tel un oiseleur. En effet, nous n'avions pas encore joué 6 coups que déjà quelqu'un s'arrêtait en passant. Un deuxième nous demanda la permission de nous regarder jouer. Et finalement, il se trouva un partenaire, comme je le souhaitais, pour me proposer une partie. Il s'appelait Mac Connor. C'était un ingénieur écossais dans le génie civil. Et à ce que l'on me raconta, il était devenu riche à millions grâce à des forages pétroliers en Californie. Au physique, un homme trapu, aux mâchoires puissantes et dures, presque carrées, avec de fortes dents et un teint coloré dont la rougeur prononcée était sans doute due, en partie du moins, à une consommation immodérée de whisky. Sa large carrure impressionnante lui donnait une allure de véritable athlète. Se reflétait, hélas, dans sa façon de jouer, car ce Mr. McConnor était l'un de ces parvenus, grisés par leur réussite, et qui, jusque dans un jeu sans aucune conséquence, ressentent une défaite comme une atteinte à la haute idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Habitués à s'imposer toujours et partout dans la vie, gâtés par le succès matériel, ce self-made man, épais, était si radicalement pénétré de sa supériorité que la moindre résistance le contrariait comme une indécente rébellion, et presque comme une offense. Lorsqu'il perdit la première partie, il devint bougon, se mit à expliquer, en long et en large, et sur un ton impérieux, que c'était forcément dû à une inadvertance passagère. À la troisième, il rendit le bruit dans la pièce voisine, responsable de sa défaite. Pas une fois, il n'accepta de perdre une partie, sans réclamer aussitôt la revanche. Je fus d'abord amusé par cette arrogance opiniâtre. Je finis par la considérer comme une circonstance négligeable, compte tenu de mon véritable objectif, attirer à notre table le champion du monde. Le troisième jour, cela marcha, mais cela ne marcha qu'à demi. Soit Chentovic nous avait observés, assis devant notre échiquier depuis le hublot de son promenade, ou bien ce fut purement par hasard qu'il honora de sa présence le smoking room. Mais, en apercevant des profanes qui exerçaient son art, il ne put s'empêcher de s'approcher d'un pas vers nous, et à cette distance respectable, de jeter un regard scrutateur sur notre échiquier. McConnor était en train de jouer, et ce simple coup parut suffire à Chentovic pour comprendre combien il était réellement peu intéressant pour un champion comme lui de suivre plus longtemps nos efforts de dilettante. Avec le geste rapide dont on écarte dans une librairie, sans même l'avoir feuilleté, un mauvais roman policier qu'on vous propose, il s'éloigna de notre table et quitta le smoking room. Pesé et trouvé trop léger, me dis-je, un peu contrarié par ce regard froid, plein de mépris,
Et pour me libérer un peu de mon irritation, je lançai à McConnor. Votre coup ne semble pas avoir vraiment emballé le maître. Quel maître? Je lui expliquai que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant un coup d'œil désapprobateur sur notre jeu, était le fameux champion Sventovic. Et j'ajoutai que nous allions nous en remettre tous les deux et nous résigner sans trop de chagrin à son illustre mépris. Les pauvres gens doivent tout cuire à l'eau, voilà. À ma surprise, cependant, cette information, lancée négligemment, eut un effet très inattendu sur McConnor. Il se mit dans tous ses états, ne pensa plus à notre partie, et son arrogance se mit à bouillonner si fort qu'on croyait l'entendre. Il n'avait pas soupçonné que Senkovic fût à bord, et il fallait absolument que Senkovic vînt jouer contre lui. Il n'avait encore jamais affronté un champion du monde, sauf une fois lors d'une partie en simultané avec 40 autres joueurs. Cela avait déjà été terriblement excitant. Et il avait failli gagner ce jour-là. Est-ce que je connaissais personnellement le maître? Je dis que non. Est-ce que je ne voulais pas aller lui parler et l'inviter à nous rejoindre? Je refusai, en arguant qu'à ma connaissance, Sventovic était peu disposé à nouer de nouvelles relations. De plus, quel intérêt cela pouvait bien-il présenter pour un champion du monde de se commettre avec des joueurs de troisième ordre comme nous? Fin de la lecture de la deuxième partie. On va résumer la deuxième partie du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc, on se rappelle dans le résumé précédent que le jeune garçon qui s'appelle Mirko Sventovic a été décelé comme étant un très bon joueur d'échecs. Donc, il est coaché pour devenir un professionnel et en 6 mois, il devient excellent. Mais il a une particularité, il a quelque chose de très spécial qui est un défaut que les autres joueurs n'ont pas. C'est que lui, il est incapable de jouer une partie en réfléchissant dans sa tête sans avoir un échiquier en bois devant lui. Il n'est pas capable d'imaginer les pièces, de réfléchir dans l'abstrait. Et donc, chaque fois qu'il voyage ou qu'il va quelque part, il emporte toujours un échiquier avec lui parce qu'il a besoin de voir les pièces pour pouvoir faire sa stratégie. Donc, à 17 ans, il a déjà une douzaine de prix et à 18 ans, il devient champion de Hongrie et champion du monde. Et en fait, sa stratégie, elle est simplement de réfléchir implacablement. Pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'imagination, qui n'a pas d'originalité, qui n'a pas de culture. Et tous les autres joueurs talentueux, ils tombent devant lui parce que c'est lui qui gagne à chaque fois. Donc Stefan Zweig, il compare, il dit par exemple, Napoléon, il a perdu devant Kutuzov. Alors Kutuzov, quand on recherche, c'est quelqu'un qui pratiquait la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que chaque fois que Napoléon avançait sur ses terres, eh ben lui, il brûlait tout ce qui lui appartenait. Comme ça, quand les troupes arrivaient, eh ben, ils crevaient de faim, ils n'avaient plus rien à piller parce que tout était détruit. Il cite une autre bataille qui est celle de Fabius Cunctator. Je ne connaissais pas non plus, j'ai été chercher, et en fait c'est un homme politique et militaire romain, donc c'est à l'époque de l'Antiquité, qui a refusé de se battre contre un général de Carthage et qui a usé les troupes en étant immobile, quoi. Bref, Stefan Zweig, il compare ce jeune champion à ces grandes personnes de l'histoire qui ont été très persévérants, on va dire. Et finalement, il dit, dans les grands joueurs d'échecs, il y a des philosophes, des mathématiciens, des gens au tempérament calculateur, imaginatif et souvent créatif. Mais lui, qui était un gros lourdeau, c'était un outsider. Ça veut dire celui dont personne ne pense qu'il peut gagner. Et donc ce garçon, qu'est-ce qu'il fait en grandissant? Donc il continue à remporter à peu près tous les championnats auxquels il participe, mais tout le monde se moque de lui parce que c'est un garçon qui est considéré comme grotesque. Dès qu'il a fini de jouer, il est malhabile et les autres trouvent qu'il y a de quoi en rire. En plus, il a un côté de vieux paysan, c'est-à-dire qu'il il essaye de gagner de l'argent. Il n'est pas fair-play, il ne fait pas les choses pour la gloire. Lui, il va loger dans des hôtels modestes quand il part en tournée pour ses championnats. Et il joue des fois dans des clubs minables tant qu'on lui paye ses honoraires. Lui qui est incapable d'écrire 3 phrases sans faute, il vend sa signature. En fait, il y a un livre qui est écrit qui s'appelle Philosophie des échecs. Et en réalité, c'est un étudiant qui l'écrit, qui raconte la vie de cet homme-là, et lui ne fait que la signer. Et en plus, pour couronner le tout,
une fois qu'il devient champion du monde des échecs, il devient prétentieux. Le fait qu'il arrive à battre sur leur terrain tous les beaux parleurs, les écrivains intelligents, etc., font que petit à petit, sa timidité native, elle s'est transformée en une fierté froide. Donc on se rappelle que l'histoire, en fait, c'est une histoire que nous raconte un narrateur, celui qui écrit le livre, enfin celui qui parle dans le livre, et il est avec son ami. Et son ami lui dit que finalement c'est normal qu'il soit devenu prétentieux, parce que ce garçon, il venait d'une contrée pauvre de Hongrie, et en fait ce garçon, il se rend compte qu'en une semaine, juste parce qu'il s'est déplacé des pièces de bois sur une plaque en bois, il gagne plus d'argent que ce que tous les malheureux de son village gagnaient en un an en travaillant. Et en plus, il n'a pas la base, il n'a pas la culture de base, il ne sait pas qui sont Rembrandt, Beethoven ou Dante. Et du coup, lui, d'être arrivé là où il en est, il imagine qu'il est au sommet du monde, il imagine que personne n'est plus brillant que lui. Et en fait, le narrateur, ça suscite de l'intérêt chez lui. Parce que donc son ami lui parle de Czentovic, et lui, il aime bien les gens qui ont des monomanies. Alors une monomanie, ça veut dire être obsédé par un seul sujet. Parce qu'il considère que quelqu'un qui a une seule passion, un seul centre d'intérêt dans sa vie, il arrive à une sorte de sommet, de perfection, d'absolu. Parce qu'il concentre toute son énergie sur un seul point. Et il dit, du coup, j'aimerais bien lui parler pour voir comment est-ce qu'il réfléchit. Et son ami lui dit, il ne faut pas trop rêver, parce que Czentovic, il ne parle à personne. Il sait que tout le monde se moque de lui, et finalement, c'est que quand il va dans ces hôtels modestes, qu'il fait la conversation avec des gens du peuple, des gens comme lui, qui n'ont pas beaucoup de culture, mais afin de ne pas se ridiculiser, il ne parle avec personne d'autre. Donc le narrateur essaye de lui parler, et le bateau prend la route. Pendant les 3 premiers jours, il l'observe, il sort assez peu de sa chambre. Quand il sort, il fait un tour rapidement sur le pont du bateau et puis il retourne dans sa cabine. Il ne va jamais au fumoir qui semble être l'endroit où les gens se retrouvent. Ensuite, il y a tout un passage où Stefan Zweig parle des échecs et il dit que les échecs, c'est un art. Il dit jouer aux échecs, c'est le seul jeu dans lequel le hasard n'entre pas en considération. Peu importe, c'est uniquement l'imagination des gens qui fait qu'il y a une partie qui se met en route et que les personnages se déplacent. Et il dit d'ailleurs, dire que les gens jouent aux échecs, c'est presque une faute de langage, parce qu'en réalité, il faudrait dire que les gens sérieusent aux échecs, en utilisant le mot sérieux comme si c'était un verbe. Et il dit que pour beaucoup de gens qui sont passionnés par les jeux d'échecs, à l'époque de la physiognomonie, si j'arrive à le prononcer, c'est une science qui considère que les gens ont des traits de caractère ou des capacités intellectuelles en fonction de la forme de leur crâne. Bon, c'est une science qui a disparu, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas comme ça. Mais il dit qu'à cette époque-là, il y en a beaucoup qui auraient payé cher pour pouvoir examiner le cerveau de Czentovic, voir où se trouvait la bosse des échecs. Il dit aussi, c'est à devenir fou de penser qu'il y a des gens pendant 10, 20, 30 ans qui passent leur vie à tenter d'acculer un roi de bois dans un angle sur une planche en bois. Et du coup, lui, il veut absolument rencontrer Czentovic. Et pour l'appâter, il fait un espèce de stratagème. Il se dit qu'il va aller dans le smoking room et qu'il va commencer à jouer aux échecs avec sa femme pour attirer l'attention de Czentovic. Il dit que lui, il n'est pas très fort aux échecs, sa femme l'est encore moins que lui, mais rapidement, il y a des badauds qui viennent regarder la partie. Et entre autres, il y a un nouveau personnage qui arrive dans ce livre et c'est MacConnor. MacConnor, c'est l'homme puissant. Il est fort, il est beau, il a la tête rouge, il dit qu'il boit certainement un petit peu trop, et il est très riche et il a du succès dans les affaires. Mais surtout, MacConnor, il n'aime pas perdre. Donc il commence à jouer avec le narrateur, et il perd. Donc apparemment, c'est vraiment pas un très bon joueur, vu que le narrateur a dit lui-même qu'il n'était pas un bon joueur non plus. Et il dit c'est automatique. Chaque fois qu'il perd, il crie avec rage « revanche » et il veut jouer encore une autre partie. Et puis enfin, il y a Czentovic qui arrive et qui s'approche de la table d'échecs. Il dit peut-être qu'il les a vus en marchant sur le pont parce qu'il ne vient jamais dans le smoking room. Et il s'approche de la table, il regarde comment ils sont en train de jouer et d'un regard froid, sans même pas leur porter d'attention, en voyant que le jeu est assez nul, il s'en va directement. Du coup, le narrateur, il est un peu vexé quand même. Et il dit à O'Connor, il dit « Ah ben voilà, il nous a pris de haut parce qu'on n'est que des joueurs de 3e ordre. Et lui, c'est un grand maître des échecs. » Et évidemment, maintenant, O'Connor, lui aussi, il est piqué. Et lui aussi, il a envie
de rencontrer Czentovic. C'est la fin du résumé de la deuxième partie et on va résumer la troisième